À présent, place au dossier du Journal Afrique. Ce soir, on revient sur cette affaire qui ébranle l'opinion publique au Cameroun. L'assassinat du journaliste Martinez Zogo, c'était le 22 janvier. Son corps était retrouvé en décomposition avec des marques de sévices graves dans la banlieue de Yaoundé. Le 1er février, mercredi, des personnalités camerounaises ont publié une tribune dans le journal français Le Monde pour dénoncer, je cite, la lutte des clans rivaux au sommet de l'État. Et dans un communiqué hier, l'organisation Reporters sans frontières parle de crimes d'État. On va y revenir avec nos invités, mais d'abord le rappel de l'affaire avec Théa Bazdarevitch. La famille Zogo fait corps autour de la maman de celui que tout le monde appelait en privé comme en public Martinez. Elle ne souhaite pas évoquer la mémoire du défunt face caméra. Ses proches préfèrent ne pas montrer leur visage. C'est le frère cadet du journaliste décédé qui raconte en leur nom à tous qui était Arsène Salomon Mbani Zogo, dit Martinez Zogo, retrouvé mort à 50 ans, le corps mutilé. C'était d'abord un chef de famille. Après la mort de mon père, de notre père, c'est lui qui est resté avec la famille. Je retiens de lui une image d'un homme sévère, droit, rassembleur, qui nous mettait sur le chemin. Chaque fois qu'on voulait un peu dérailler, les mots me manquent, l'émotion. Le nom de Martinez Zogo résonne dans les rues d'Eligé-Sono, à quelques kilomètres de là. Amplitude FM, la radio pour laquelle il travaillait y a son siège et diffuse ce jour-là, dans le quartier et sur les ondes, une émission spéciale consacrée à celui qui était le chef de chaîne de la station, leur chef à tous. Celle de savoir si l'assassinat de Martinez Zogo était le crime de trop. Martinez Zogo animait Embouteillage, une émission quotidienne dénonçant l'affairisme et la corruption au Cameroun. Martinez s'en va, les armes à la main. Il laisse tout un univers dans la tristesse, l'émoi et la consternation. Parce que Martinez était unique à son genre. Non seulement un grand frère, non seulement un chef, mais aussi un papa qui savait à tout moment nous taper sur les doigts quand on faisait un travail qu'il n'appréciait pas. Il ne passait pas par 4 chemins pour te le dire. Il s'indignait à tout moment parce qu'il aimait toujours la perfection. Du côté de l'enquête, une vingtaine de membres des services de renseignement camerounais a été arrêtés. De hautes personnalités du régime sont également soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre. Parmi elles, l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Arnaud Froger, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Vous êtes le responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, organisation de défense des médias et des journalistes. Hier, les informations annonçaient plusieurs arrestations, nous l'avons donné ici même. Et dans votre communiqué, qui est intitulé « Assassinat du journaliste Martinez Zogo au Cameroun », révélation sur un crime d'État, vous êtes plus précis sur l'identité des personnes, arrêtées. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qui sont-elles? Qui sont ces personnes qui ont été arrêtées? Alors il y a un fait qui est établi aujourd'hui selon les enquêteurs qui ont amassé un nombre considérable d'informations puisqu'une vingtaine de personnes ont été arrêtées. Il s'agit d'officiers. Donc quand on parle de crime d'État, c'est parce que ce crime n'a pas été commis par des kidams, des criminels qui auraient été engagés dans la rue. Il a été commis par les propres services de renseignement du Cameroun. Ça, c'est un fait qui a été établi aujourd'hui par les enquêteurs et qui sont confirmés d'ailleurs par l'un des témoins qui appartient à ce service de renseignement et qui reconnaît son implication en tant que chef du commando, monsieur Justin Danoué. Alors les accusations que vous portez sont évidemment très lourdes et très graves et vous dites avoir eu accès aux dépositions. C'est pour ça que vous affirmez qu'il s'agit d'un crime d'État? Alors, on a un point précis sur là où en est l'enquête et aujourd'hui les enquêteurs estiment qu'ils ont tous les éléments pour incriminer les suspects par rapport aux faits qui ont été commis contre ce journaliste-là, parmi les membres qu'ils ont arrêtés, donc qui appartiennent tous. Je rappelle que pour l'instant, il n'y a pas eu à de la mise en examen. Pour l'instant, tout le monde reste évidemment présumé innocent. Ça, ce sont les confidences auxquelles on a pu avoir accès. On a pu avoir également accès à un élément très important qui est le témoignage de Justin Danoué, qui est donc le directeur des opérations de la DGRE, donc ce service de renseignement. C'est un témoignage qui est lourd, qui est accablant, qui est long, qui est détaillé sur plusieurs pages, rédigé de sa propre main. Et les conditions dans lesquelles on a eu accès à ce témoignage nous amènent à penser qu'il est
parfaitement authentique. Ça ne veut pas dire que ce que raconte ce monsieur est la vérité. Il faudra le confronter aux autres témoignages. Mais en tout cas, ce témoignage est authentique. En tant que chef du commando qui s'implique lui-même dans le forfait qui a été commis et ce crime odieux qui a été commis, il nous a paru évidemment intéressant de rendre publique cette information. Alors, vous dites avoir eu accès donc aux dépositions des personnes interpellées, dépositions que vous qualifiez, je cite, de sidérantes et d'accablantes. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend ? On a le récit détaillé du plan macabre qui a été mis en place pour faire taire ce journaliste. D'une opération qui ressemblait au départ à une opération d'intimidation, avec une filature qui a duré à peu près une semaine, pendant laquelle ce journaliste a été suivi, je le rappelle, par les services de renseignement de son propre pays. On est arrivé jusqu'à cette journée du 17 janvier, où il a finalement été arrêté par un commando qui, semble-t-il, était dirigé par M. Danoué, c'est en tout cas ce qu'il affirme, avec des hommes qui ont été recrutés parmi les membres de la DGRE pour l'intimider, le passer à tabac et puis finalement le tuer puisqu'il n'en ressortira pas vivant. Son corps a été retrouvé quelques jours plus tard, mais il a bien été tué selon les informations à notre disposition dans cette fameuse nuit du 17 janvier. Alors, vous nous avez parlé à 2 reprises de Justin Danoué. Dans ce communiqué, vous revenez plusieurs fois sur 3 noms qui reviennent: Jean-Pierre Amougou Belinda, Léopold Maxime Eko et Laurent Esso. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces personnes et quel rôle, selon vos informations, est-ce qu'ils auraient pu avoir joué dans l'affaire de l'assassinat de ce journaliste ? Depuis le tout départ de cette affaire, le nom de M. Belinga revenait. Pourquoi ? Parce que le journaliste Martinez Zogo s'en était pris à lui à plusieurs reprises, à l'antenne, dans des histoires de détournement de fonds présumés. Alors, qui est ce monsieur ? C'est un homme d'affaires puissant, camerounais, propriétaire notamment d'un groupe de médias, mais pas seulement, dont le nom apparaît à plusieurs reprises dans l'enquête, y compris dans le témoignage de Justin Danoué, qui le situe sur les lieux où ont été commis le crime et au moment où le journaliste était passé à tabac. Et il parle notamment d'un coup de fil que M. Belinga aurait eu et donné à l'actuel garde des Sceaux, Laurent Esso. Et c'est à l'issue de cette conversation que le sort du journaliste Martinez Zogo aurait été scellé. Aurait été scellé. Léopold Maxime Eko. Monsieur Eko, c'est le patron des services de renseignement camerounais, de la DGRE, donc c'est le patron de ce service-là, service qui a été visiblement mandaté, comme le serait un groupe de tueurs à gages, pour régler son compte à Martinez Zogo. Lui, dans les informations qu'on avait jusqu'à aujourd'hui encore, semblait nier son implication directe, a dans un premier temps en tout cas tenu une ligne de défense qui visait à dire qu'il n'était pas au courant de ce projet mis en œuvre par son directeur des opérations. Il apparaît selon les enquêteurs, en tout cas qu'il semble avoir des éléments contre M. Eko également, et que de toute façon il a une forme de responsabilité hiérarchique, puisque ce sont les moyens du service qu'il dirige qui ont été utilisés pour tuer Martinez Zogo. Vous parlez également d'une 3e personne, Laurent Esso, qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il s'agit du ministre de la justice du Cameroun. Oui, son nom est cité dans le témoignage qu'on a pu consulter. L'enjeu, si vous voulez, pour les enquêteurs aujourd'hui et pour nous en tant qu'organisation de la société civile, et c'est le travail que cherchent à faire aussi les journalistes camerounais, c'est de faire en sorte que ce crime commis contre un journaliste ne reste pas impuni et que toutes les responsabilités soient établies, quelles qu'elles soient. Le nom du garde des Sceaux apparaît dans ce témoignage-là. C'est pas un témoignage anodin, c'est le témoignage de celui qui s'implique dans un crime en tant que leader du commando qui a exécuté le journaliste. Donc ces informations-là doivent être évidemment vérifiées, corroborées par sans doute d'autres témoignages, mais il est évident que cette conversation, si elle a eu lieu, il faut que toutes les responsabilités puissent être établies et qu'on ne se retrouve pas comme dans le cas de monsieur Samuel Ouazizi, qui est un journaliste aussi, qui il y a 3 ans a été arrêté par les militaires et dont le corps n'a jamais été restitué à la famille et dont les autorités ont reconnu qu'il était mort en détention bien des mois après qu'il ait été tué. Alors, je rappelle qu'il y a évidemment une enquête en cours, que le chef de l'État camerounais, Paul Biya, a demandé d'ailleurs une enquête conjointe, police-gendarmerie, qu'il y a eu une 20aine de personnes interpellées, mais que la justice en effet suit son cours et qu'il y a bien évidemment la présomption d'innocence. Merci beaucoup Arnaud Froger. Vous restez avec nous. La nouvelle de la mort, on l'a dit, de Martinez Zogo a provoqué un émoi rare dans le pays, mais également dans la diaspora camerounaise. Le 1er février, mercredi, une 20aine de personnalités camerounaises ont publié
une tribune dans le quotidien français Le Monde, tribune intitulée « Comment vivre ensemble au Cameroun, aujourd'hui et demain, sans s'entretuer ». Parmi les signataires, l'avocate Alice Nkom, la journaliste et patronne de presse Marie-Roger Biloa, l'ancien candidat à la présidentielle Akere Mouna et également Louis Magloire Kemayou. Bonsoir. Vous êtes également signataire de cette tribune dans laquelle vous dénoncez, je cite, « la tournure violente du débat public dans ce pays d'Afrique centrale et dont la stabilité, dites-vous, est menacée par d'âpres luttes de clans rivaux au sommet de l'État ». Selon vous, Louis Magloire, qu'est-ce que cette affaire Zogo révèle de l'état politique de la nation camerounaise ? Je crois qu'il n'échappe à personne que vu l'âge du capitaine, c'est-à-dire l'âge du président Biya aujourd'hui, nous sommes plus proches de la fin du régime que de son début et que dans ces circonstances-là, des luttes de clans ont lieu et on ne peut pas faire grand-chose contre cela. C'est-à-dire que chacun essaie de se positionner pour avoir une place après le président Biya et nous ne souhaitons simplement pas dans ce contexte-là que le tissu social qui est déjà très fragilisé par la guerre qui est menée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, que le tissu qui est fragilisé également par le tribalisme et puis toutes les autres luttes auxquelles nous assistons aujourd'hui, qui sont parfois marginalisantes et violentes, que ces luttes-là caractérisent l'après-Biya au Cameroun et plongent le pays dans une situation qui a déjà été vécue ailleurs, dans d'autres pays où la succession des dirigeants qui sont restés longtemps s'est souvent soldée dans le sang et dans la dislocation du pays. Louis, quand vous parlez de lutte de clans, concrètement, à qui faites-vous allusion et qui appartient à quel clan ? Je ne vais pas rentrer dans le détail de la désignation des différents clans et de leurs membres, mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a une bataille qui se mène autour du président Biya parmi les personnes qu'il a nommées et qui co-dirigent le pays avec lui. Il y a une bataille qui s'est engagée afin de savoir lequel d'entre eux pourra conserver le pouvoir si jamais celui-ci devient vacant pour une raison ou une autre. Et donc, à ce titre-là, ces différents clans sont assez violents entre eux et il est hors de question que ces bagarres entraînent la mort de personnes. Et là, pour le coup, il y a eu mort d'un citoyen, mort d'un journaliste camerounais. Nous sommes Camerounais et nous sommes journalistes. Nous ne pouvions pas rester indifférents face à une telle situation, étant donné qu'il y a déjà eu des arrestations arbitraires de journalistes, il y a eu des assassinats de journalistes, et nous pensons que si la succession de Biya devait prendre cette allure de son vivant, il est important de tirer la sonnette d'alarme afin que les uns et les autres prennent leurs responsabilités. Louis, vous venez de le préciser, il y a eu d'autres disparitions ou arrestations ou intimidations de journalistes ou personnalités au Cameroun. Selon vous, qu'est-ce qui fait de l'affaire Martinez-Zogo une affaire particulière ? Ce qui rend le cas de l'enlèvement puis de l'assassinat de Martinez-Zogo très préoccupant et particulier, c'est que les moyens d'État qui ont été utilisés par ces personnes, parce que tout à l'heure j'entendais parler de crimes d'État, ce sont des gens qui ont utilisé les moyens d'État et qui en ont fait un crime d'État, qui donnent l'impression que nous pouvons arrêter, enlever et tuer de façon impunie des journalistes. Même des citoyens, ce n'est pas tolérable, et encore moins avec des journalistes. Nous sommes dans une société qui se veut un État de droit, qui voudrait que sa démocratie soit parmi les plus exemplaires du continent. Je pense qu'il y a un minimum d'égards qu'il faut avoir vis-à-vis des différents acteurs de la démocratie et vis-à-vis surtout des journalistes qui sont des acteurs à part entière du débat public dans notre pays. Louis Magloire, il nous reste très peu de temps. En quelques mots, le chef de l'État, Paul Biya, aura 90 ans le 13 février prochain. Selon vous, est-ce que cette affaire peut ébranler son pouvoir ? Je suis convaincu qu'il l'a compris, le président Biya, mieux que quiconque, que cette affaire ne pouvait pas être de bon augure pour sa fin de mandat et qu'il était important de réagir non seulement promptement, mais de façon assez forte pour que tout le monde comprenne qu'il n'y aura pas d'impunité. Et s'il y avait une impunité, je pense que son régime et lui tomberaient par la même occasion. C'est pourquoi je crois qu'il a, parce que c'est très rare d'entendre le président Biya se prononcer sur des crimes, y compris des crimes de journalistes. Et là, pour le coup, il y a une réaction assez prompte de la part du chef de l'État. Nous le saluons, mais nous espérons qu'on ne restera pas au stade des déclarations et que toute la lumière sera faite sur les conditions dans lesquelles l'enlèvement puis l'assassinat ont eu lieu et surtout que cela ne se répétera. Merci à vous, Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais. Merci à vous, Arnaud Froger, du Bureau d'investigation de Reporters sans frontières.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain.